Allô? Allô? Ok, donc je pense qu'on peut déjà commencer. Déjà, nous Ok. prendrons en marche. Donc, déjà, merci à toi. Merci d'avoir accepté notre invitation, comme je le disais, d'entrer. Et c'est toujours intéressant d'avoir des personnes comme toi pour justement venir partager avec nous sa passion qui tourne autour de la technologie. Et tu as l'attitude justement de gérer ton temps comme tu souhaites. Merci déjà à Simplon également qui nous donne la main d'association en faisant justement cette intervention par le biais d'un formateur de Simplon. Et merci toujours à Côte d'Ivoire, à Kit Technologies, qui est un partenaire vraiment important pour nous, qui nous permet justement d'atteindre les objectifs. Du coup, c'est à toi de voir. Comme tu dis que la vidéo pourrait planter comment dirais-je, la vidéo pourrait planter ta Dans mon machine, système, quoi. Oui, oui. ton système. Donc, tu vois, l'idéal serait Oui. que tu aies la vidéo, mais par moment, tu pourrais mettre la vidéo, procéder au partage de ton écran. Donc, Ok, pas de souci. d'avoir accepté notre invitation. Je te laisse te présenter, je te laisse animer ta session comme tu veux. À tout moment, je pourrais répondre s'il y a des éléments à rajouter, mais sans toi libre, gère comme tu veux et puis voilà. Comme tu as dit, tu as des étudiants aussi de l'Inde qui sont là, donc par moment, tu peux rendre la session bilingue, c'est important. Voilà, merci. Ok, merci beaucoup, Noli. Moi, je suis Amania Imérique. Je suis formateur à Simplon, Côte d'Ivoire. Et nous, à Simplon, qu'est-ce qu'on fait? On forme en fait les personnes qui n'ont pas de niveau, si on veut dire, qui n'ont pas un background en informatique, à pouvoir devenir développeurs sous une période de 6 à 9 mois. Aujourd'hui, nous allons parler de Unity. Qu'est-ce que c'est Unity? Unity est une plateforme qui permet de développer des applications interactives. D'abord, qu'est-ce qu'une application interactive? Une application interactive, c'est une application qui autorise une ou plusieurs actions de l'utilisateur qui vont modifier en fait le contenu de son fonctionnement ou son comportement. Et pourquoi nous avons utilisé ce logiciel Unity? Unity est une plateforme de développement 3D en temps réel. Elle offre aux développeurs des outils, en tout cas des outils très performants qui permettent de réaliser des normes, des grandes applications, des grands projets avec un petit nombre en fait de personnes. Ici, on peut avoir des démos. Vous voyez bien mon écran? Ici, on peut avoir des démos de Unity sur la page unity.com. Vous pouvez aller dessus et télécharger en fait. Ce qui est intéressant sur Unity, vous avez la possibilité en fait d'avoir la version individuelle, free, gratuite. Et cette version gratuite comprend en fait tous les éléments en fait de Unity à l'intérieur. Il n'y a pas de modules qui sont enlevés ou autres. Seulement, si vous avez un revenu qui est supérieur à 100 000 $, là, vous devez en fait payer la version professionnelle. Bon, pour maîtriser Unity, on va partir sur la base d'un projet. Je vais mettre ce projet-là là pour qu'on puisse voir. OK. Notre projet sur Unity.
Dans la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, le gouvernement nous demande de faire une proposition d'application mobile. Et notre proposition, nous allons utiliser une application interactive dans l'objectif de sensibiliser les jeunes filles sur les grossesses en milieu scolaire et de solliciter et de collecter des données concernant les décisions prises par les jeunes filles en utilisant l'application. En fait, ici, le projet consiste à faire quoi? À créer une application sous Unity 3D qui va qui va sensibiliser les filles sur des grossesses en milieu scolaire et en même temps, l'application va collecter en fait des informations sur les filles qui utilisent l'application, c'est-à-dire en fonction d'un problème bien posé, comment par exemple une élève qui est en 5e, qui a 15 ans, comment elle réagit en fait. Et l'idée que nous avons eue est d'utiliser une application comme un roman, de créer un roman interactif où la jeune fille ne sera pas spectatrice, mais elle écrira en fait les lignes du roman à travers ses choix. C'est-à-dire, nous allons créer une sorte de roman et ce roman-là va s'écrire en fonction des choix que la fille va prendre. En fait, on va prendre ce type d'application parce que la majorité des sensibilisations qu'on voit, soit c'est pas un roman, un livre, et le livre commence du début à la fin. La jeune fille, elle est seulement spectatrice, elle ne peut pas prendre des décisions en fait. Mais là, on donne la possibilité à la fille de pouvoir prendre des décisions, ensuite collecter ces données et ces données vont permettre en fait d'avoir une visibilité sur la manière dont certaines jeunes filles réagissent face à certaines difficultés. OK. Pour cela, je vais vous montrer d'abord l'éditeur Unity. Il est ici. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai déjà réalisé en fait un prototype. Je vais vous montrer comment le prototype fonctionne et après, je vais vous montrer les bases de Unity, c'est-à-dire comment l'interface fonctionne, comment l'installer et autres. On va attendre un peu. OK. Nous avons l'application qui fonctionne ainsi. Et sur l'application, il est écrit « En fonction de vos choix, écrivez l'histoire de la jeune Naya ». En fait, ici, l'application interactive, c'est un roman qui a pour titre Naya et la jeune fille va être amenée à écrire l'histoire de cette jeune élève-là en fonction de ses choix. Et là, je clique sur « Commencer ». Je vais insérer ma classe. Je peux mettre, par exemple, seconde ou terminale. Terminale D, par exemple. Et je vais mettre mon âge, si c'est, je vais mettre 20 ans. Et je clique sur « Continuer ». Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a une page qui s'affiche. En fait, ça, c'est un exemple. On dit « Assise devant la classe en train de réviser mes leçons, Monsieur Aka, notre professeur de maths s'approcha de moi. Bonjour Naya, comment tu vas? Toujours en train d'étudier. » Et là, il y a plusieurs choix de réponse. Naya répond au professeur. Naya répond au professeur et s'élève pour rejoindre ses amis. Ici, et là, Naya ne répond pas au professeur et se lève pour rejoindre ses amis. Naya répond au professeur et reste assise. Et là, en fonction du choix, une autre page doit s'afficher. Mais je n'ai pas fait cette page-là. On va faire cette page-là ensemble. Je vais vous montrer comment ça se fait. OK. Maintenant, revenons d'abord à l'interface Unity.
OK. Lorsque vous allez sur le site de Unity, ils vont vous demander d'installer le Unity Hub. Et c'est à travers le Unity Hub, vous allez pouvoir installer votre version en fait de Unity. Soit vous allez choisir, je crois bien, quelque part ici. Vous pouvez choisir la version de Unity que vous avez. Et puis à travers ça, vous allez installer votre version de Unity que vous voulez. Et lors de l'installation, vous avez la possibilité d'ajouter en fait toutes sortes de modules qui doivent accompagner Unity. Parce que ce qui est très bien dans Unity, vous codez une seule fois et lorsque vous finissez, vous pouvez les exporter sur plusieurs plateformes. Je vais vous montrer par exemple ici. Cette application que je viens de faire, j'ai la possibilité de l'exporter sous PC. C'est-à-dire, actuellement, je suis sur un système Windows, donc je pourrais l'exporter seulement sous Windows ou sous Android. J'ai déjà tous mes packages Android configurés, ou bien soit sur Universal Windows Platform, sur tvOS, sur PS4. En fait, même, je peux convertir, en fait, comme on appelle, je peux exporter mon projet, le rendu en WebGL pour une application en ligne. OK. Lorsque vous démarrez Unity pour la première fois, vous allez voir une interface comme ça, en fait, qui s'affiche. C'est-à-dire, vous avez une scène qui est là, vide, comme ça, et vous avez une caméra. Je vais vous expliquer rapidement les fenêtres qui sont là. Ici, par exemple, ils ont écrit, ici, c'est l'app qui est là, en fait, qui permet de faire quoi? Qui permet de lister toutes les informations, tous les éléments qui sont, en fait, dans la scène Unity. Et tous les éléments qui sont dans une scène Unity, on les appelle des Game Objects. Donc, ici, par exemple, on a une caméra et on a la lumière. Et lorsque je clique, par exemple, sur la caméra sera sélectionnée ici dans l'environnement 3D et dans l'inspecteur qui est tout à fait par défaut à droite, vous allez voir toutes les informations sur la caméra, la position, la rotation, le scale, c'est-à-dire en fait étirer l'objet du haut vers le bas, ainsi de suite. Maintenant, ici, on a le skybox. Vu que Unity, par défaut, a été conçu pour créer en fait tout ce qui est comme simulation, soit de jeux vidéo et autres, vous remarquerez qu'ici, par exemple, dans la caméra, il y a un skybox, c'est-à-dire un dôme en fait de ciel, pour que le rendu puisse s'afficher comme ça, comme si on est ici, c'est le ciel et puis on voit en fait l'horizon. On peut changer ça, par exemple ici. Je peux mettre solide, color, ça devient bleu. Bon, je peux mettre noir, comme s'il n'y a rien en fait. Donc ici, dans notre cell, on a deux éléments. On a une caméra et puis on a la lumière. Maintenant, lorsque vous vous créez un projet Unity pour la première fois, il y aura des dossiers automatiquement qui seront créés. Le premier dossier sera Access. Bon, ici, j'ai déjà créé des dossiers qui sont là. Pour créer un dossier à l'intérieur, c'est très simple. Vous pouvez faire clic droit, par exemple, folder, et je peux écrire New Script. Et c'est dans ce dossier-là, je vais mettre en fait tout ce qu'il y a comme script que je vais saisir. Je peux aussi mettre, comment on appelle, des dossiers peut-être librairie et autres. Je peux utiliser tout en fait. Ici, ça vous permet en fait de bien organiser en fait vos éléments. Pour pouvoir faire en fait comment on appelle ça même, l'application que vous avez vue là, j'avais besoin, des images. D'abord, des images. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Un début. J'ai utilisé en fait un logiciel que tout le monde connaît qui s'appelle GIMP. Ce logiciel-là, pour pouvoir créer en fait l'image qui est là. L'image de la jeune fille là.
en se basant sur cette image qu'elle a. Et cette image qu'elle a, bon, je peux la transporter comme ça, même pour la mettre dans le dossier, par exemple, NewScript. Et c'est ce que j'ai fait pour les autres images qu'on a ici. Il suffit d'agrandir là. Voilà. Voici l'image qu'elle a. Vous avez vu, il y avait le test Naya qui est là, qui est en image. Et j'ai plusieurs images qui sont là. Et le script qui est derrière, les scripts qui sont derrière, je l'ai classé dans ce dossier-là. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment créer votre premier script en fait sur Unity. OK. Maintenant, supposons que nous avons en fait une scène comme ça vide et on veut créer par exemple une fenêtre qui va nous permettre d'afficher une information, plusieurs informations à la fois. Qu'est-ce qu'on va faire? On vient ici dans, comment on appelle, dans la scène même, dans la scène Unity. On fait clic droit et de là, on va sur User Interface. Lorsque vous allez sur User Interface, parce que nous, notre objectif ici, ce n'est pas de créer un jeu en tant qu'un jeu 3D ou une application 3D en tant que telle, mais on veut créer une simple application en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer en fait l'interface utilisateur. Je dis, bon, pour un début, je vais créer une fenêtre, une simple fenêtre. Donc, je viens sur UI et je clique sur Image. Vous allez voir que j'ai une image qui vient de s'ajouter ici. Et lorsque je clique, vous allez voir qu'ici, il y a un Game Object Canvas qui est créé. Et puis, à l'intérieur, il y a l'image. Et lorsque je clique sur l'image, tout à fait à droite dans l'inspecteur, je peux ici modifier en fait la position de mon objet. Soit ici, ou bien soit là. Et je peux agrandir en sélectionnant en fait le bouton qui est ici, Scale Tool, qui permet d'agrandir en fait notre image. Comme ça. Bon, je peux faire ça comme ça. OK. En fait, ici, ce qui est bien avec Unity, c'est que les personnes qui maîtrisent Photoshop, les logiciels de montage photo, pourront beaucoup plus rapidement s'en sortir avec, parce que ici, c'est comme une superposition en fait d'images et autres. Et maintenant, on doit maintenant écrire des codes dans C# pour pouvoir manipuler en fait ces images qui ont été superposées. OK, bon, supposons ici, on a notre image. Maintenant, on va mettre un test dessus. Je vais cliquer sur le même canvas pour ajouter un test. Le test, il est là. Et lorsque je clique sur le test dans l'inspecteur, il y a toutes les informations pour modifier le test. Je peux augmenter la taille et puis modifier le test, par exemple. Appeler ça Windows 1, par exemple. Je peux même agrandir et lorsque j'agrandis le test, il y a la possibilité de jouer sur la taille et autres. OK. Ici, Windows, on a la fenêtre 1 et je peux mettre, par exemple, un bouton que je vais cliquer ici, je vais ajouter. Que je vais ajouter là, comme ça. Et dans le bouton, c'est la même chose. Je viens ici dans Test. Et dans Test, il y a la possibilité aussi de changer en fait le contenu du bouton. Je vais mettre par exemple Windows 2. C'est-à-dire, si on clique sur ça, ça doit m'afficher en fait, comment on appelle ça même, une autre fenêtre en fait. Ben, moi, je les appelle en fait des interfaces. OK, ici, je vais renommer ce qui est là. Je vais appeler ça W1.
W1. Et je vais le dupliquer. Et l'autre, ça W2. Et là, je reviens ici, je modifie le test. OK. Maintenant, le bouton ici, je vais le mettre 1. Voilà. Bon, on peut ajouter aussi une image dans le canvas qui est ici. Je vais faire clic droit. J'ajoute une image. Bon, l'image est blanche, un fond blanc. Donc... Et lorsque je sélectionne l'image, j'ai la possibilité en fait d'ajouter en fait une image de couverture en fait, qu'on appelle les sprites. Donc, je viens dans mes images ici et je vais sélectionner ça par exemple et je mets là. OK. J'ai dupliqué en fait les canvas 2 et 1. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Les canvas sont superposés, donc ça fait que ça cache aussi le canvas 1. Donc, lorsque je clique ici, par exemple, sur Canva, qui est dans l'inspecteur ici, il y a la possibilité de fermer l'autre et ouvrir l'autre. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va écrire un script sur le bouton 1 pour dire, lorsque je t'appuie dessus, tu fermes l'autre, mais toi, tu m'affiches. Je vais bien positionner l'image. OK. OK, maintenant, on va passer maintenant au code. Je vais faire clic droit ici et je vais créer un script que je vais appeler Nest. Tout. On va attendre un peu. S'il te plaît, comment dirais-je? C'est clair. Oui, oui. Pendant que ça charge, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont uniquement anglophones, tu pourrais, résumer en fait ce que tu as dit. Si ce n'est pas le cas, tu continues tranquillement. Je ne pense pas qu'ils sont connectés. Ok, parfait. OK, je redémarre ma fenêtre, mais pendant ce temps-ci, il y a des personnes qui ont des questions.
Ok, moi, j'aimerais savoir, est-ce que est-ce que c'est toujours de la sorte qu'on procède? Parce que j'ai vu que tu as déjà planté le décor avant de justement rajouter le code derrière. Donc, pour un novice de Unity, est-ce que c'est comme ça qu'il devrait toujours procéder? Pour un novice de Unity, il doit d'abord commencer par maîtriser tout ce qui est comme user interface, c'est-à-dire l'interface utilisateur. Parce que lorsque vous avez vu, quand j'ai démarré Unity, automatiquement, la page était totalement noire, c'est-à-dire il n'y avait rien, il n'avait rien en fait. C'est comme un monde où il n'y a absolument rien comme ça. Je peux... Voilà, totalement vide en fait. Donc, pour pouvoir utiliser Unity, d'abord, il faut maîtriser en fait tout ce qui est comme Canvas. Est-ce que vous voyez? C'est pour cela que j'ai commencé par un projet où lorsque j'ai dit au début, on doit faire un roman et puis le roman, lui, sera sous forme de Canvas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ce sont des images qui sont ajoutées avec des boutons et des codes qui sont reliés à, comment on appelle, derrière ces boutons-là pour pouvoir envoyer soit des informations dans une base de données ou bien changer en fait les interfaces. Une fois que le novice maîtrise en fait comment manipuler en fait tout ce qui est comme user interface, le novice pourra automatiquement aller s'attaquer à tout ce qui est comme game object. Je vais prendre un exemple simple. Imaginons que vous voulez faire une application de réalité augmentée avec Unity. Si vous voulez faire ça, quand vous allez faire, des images vont s'afficher en fait, mais il faudra au moins l'interface utilisateur qui va permettre, par exemple, à l'utilisateur de dire si j'appuie sur ce bouton-là, voici telle information qui doit sortir. Et pour faire ça, il faut d'abord commencer par là. Je ne sais pas s'il a répondu à ta question. Oui, parfaitement. Merci. OK, ici, on a notre premier code Unity qu'on va faire en C#. Je reviens encore sur ce qu'on avait fait. OK. On a ces deux fenêtres-là. On a W1 et W2. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Je vais fermer W2 et laisser W1 en marche. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton Windows 2, automatiquement, comment on appelle ça même? Windows 2 doit s'afficher. Et lorsqu'on va cliquer sur l'autre bouton Windows 1 va s'afficher. Ici, c'est pour vous montrer exactement comment on code avec Unity et comment on ajoute les codes qui sont faits en JavaScript sur des objets sur Unity. Lorsque vous ouvrez au début, vous allez voir un script comme ça qui va s'afficher. D'abord ici, tout début, au début du start, cette partie est réservée à tout ce qui est comme déclaration de variables. Après, ici, nous avons start. Start, ici, dans cette fonction start, on met tout ce qui doit démarrer, tout ce qui doit se lancer au démarrage. C'est la même chose quand vous ouvrez, pour ceux qui maîtrisent un peu la maintenance informatique, lorsque vous allez dans votre dossier Windows, le dossier start, tout ce qui est en raccourci en fait dans ce dossier start démarre automatiquement avec l'ordinateur. Et c'est la même chose. Toutes les actions que vous allez saisir dans cette fonction vont se lancer en même temps au démarrage. Et ici, ce sont des actions qui vont à chaque fois se répéter. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut, lorsqu'on clique, automatiquement, on va sur, comment on appelle, on va sur une autre, comment on appelle ça même, un autre user interface. Je vais créer d'abord une variable canvas. Et je vais appeler ça Windows 1.
non, je vais appeler ça Windows close. Et l'autre, OK. Ici, je viens de créer deux variables en fait. La première variable, wclose, veut dire la fenêtre qui doit se fermer. Et ici, wopen qui veut dire la fenêtre qui doit s'ouvrir en fait. Et là, je vais sauvegarder ça. Je vais attendre. OK, il a trouvé une erreur. Ici. OK. On va maintenant sur notre première fenêtre. On clique sur ce bouton qui est là et qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant ajouter notre script à ce bouton, sur ce bouton-là. Pour le faire, il y a deux possibilités. Soit on clique sur ajouter composant ou soit on sélectionne en fait le script et on le glisse sur le bouton ici. Et une fois fait, on a notre bouton ici Nest tout qui est là. OK. Maintenant, ici, on dit quoi? Lorsque on va cliquer sur ce bouton-là, automatiquement, le W1 va se fermer pour ouvrir le W2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce bouton? Je vais mettre Close. Je vais drag le canvas 1. Et puis, dans le Open, je vais drag le canvas 2. Je reviens encore sur mon script. D'abord, en fait, je fais ça pour vous montrer exactement étape par étape comment ça fonctionne, pour ne pas en fait saisir un long code et puis après chercher tout ce qui est comme bug dessus. OK? OK. Maintenant, ici, je vais mettre un script qui permet de sélectionner quelque chose. Je vais choisir d'abord ce script-là que je vais activer. OK. On a notre script ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter en fait des fonctions qui vont nous permettre de pouvoir donner en fait, comment on appelle, pouvoir permettre en fait au script de pouvoir capter tout ce qui sera comme information de clic sur l'élément bouton. OK. Je vais vous expliquer ça. Bon, ici, par exemple, vous avez déjà pointeur click handle. Et là, vous avez pointer under, enter under. Et là, vous avez exit. Et puis, vous avez là system handle. En fait, ici, c'est quoi? Vous devez comprendre que ces informations-là permettent au script de pouvoir capter les événements lorsque il y a un clic, lorsque le curseur est sur le bouton, lorsque le curseur n'est pas sur le bouton. Et là, c'est en fait lui qui va maintenir en fait tous ces events-là. Je vais faire ici. OK. Maintenant, nous allons venir sur la fonction clic. Nous voulons quoi? Nous voulons que lorsqu'on clique ici, lui, il se ferme et l'autre s'ouvre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on aura open enable to
et puis open enable false. OK. Donc, ici, c'est-à-dire, on a public ici. On a cette fonction-là qui va dire quoi? Lorsqu'on va cliquer, en fait, sur le bouton, c'est-à-dire sur Windows 2 ici, il y a le canvas qui est ici, open, qui sera true, et il y a le canvas close ici qui sera false. Donc, on va tester notre code pour voir. Ici, point using assembly, une erreur là. Je vois. Je ne sais pas ici, je vais voir. Je dois avoir une petite erreur quelque part là. D'ici. Attendez que je règle ça. Mets tout là, ça. Ligne 5. Et 20. Je crois que je vais encore redémarrer. Donc, je vais attendre. Le canvas data content definition enable. OK. On doit attendre ça. Quoique il y a un souci là, je vais redémarrer. En attendant, s'il y a des personnes qui ont des questions. Justement, moi, je voyais quelque chose, bon, comme je suis nouveau. Oui. Oui, pas de souci, on travaille ensemble. Vous avez écrit open 2 fois. Ah, ok. Quand vous dites dans la parole, vous dites close de l'autre côté, disable et puis open. Merci beaucoup. C'est là le problème. Ça montre que vous suivez en fait. Merci beaucoup. D'accord. Okay. Merci, mon chef. Ok, je vais enregistrer ça. Voir. Là, il met encore une autre erreur. Là, attends, je vais clear tout ça. Il met la ligne 28, 29. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. On va voir. Ici, open. Open. Il ne trouve pas. Ok, je vais le fermer et redémarrer pour voir. Ok, j'ai vu exactement ce qui n'allait pas. C'était mon auto complète là. Ok, c'était ça. Je devais mettre ici un D. Voilà. Ok, maintenant on va tester nos scripts. Je vais choisir le bouton de la première fenêtre qui est ici. Et je vais tester. OK. On vient tout juste de cliquer. Je vais reprendre.
OK, je viens directement sur la fenêtre 2. Donc, c'est en fait la même chose, c'est-à-dire next aussi, je dois encore faire un autre script, je vais faire un autre script et cette fois-ci, je vais inverser en fait comment on appelle, je vais inverser en fait les sens. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je peux aussi mettre comment on appelle, des configurations pour dire quelle fenêtre qui ne doit pas s'afficher et quelle fenêtre qui doit se fermer. Je crois que ça, on va faire ça ici. C'est-à-dire sur notre première scène. Je vais sauvegarder ça pour revenir dessus. OK. Maintenant, on revient en fait sur notre scène que j'ai créée ici. Bon, je vais tout fermer. Même user. OK. Et comme je l'ai dit, et je vais vous expliquer pas à pas comment j'ai fait. Maintenant, vous savez exactement comment on peut naviguer d'une fenêtre à une autre fenêtre en utilisant Unity. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai réussi à faire en fait cette application-là. Et là, je vais vous montrer aussi comment mettre des codes derrière un bouton sur Unity pour pouvoir transférer des informations sur une autre base de données en ligne MySQL en utilisant PHP. Donc, bon, comme je pense qu'il ne nous reste pas assez de temps, je vais aller un peu vite. Ici, comme je l'ai dit, notre projet ici, c'est de créer, comme on appelle, un roman interactif où la jeune fille ne sera pas spectatrice, mais écrira les lignes du roman à travers ses choix. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait au début? Au début, je vais vous expliquer point par point comment j'ai fait. Au début, j'ai créé cette image. Cette image qui est la page d'accueil, en fait, de l'application. Est-ce que vous voyez? Et cette image, lorsque on descend, vous allez voir, c'est un canvas. Vous voyez à côté canvas intro. J'ai créé une image background que j'ai ajoutée. Si vous regardez ici, c'est vrai, c'est en 3D, mais vous avez tous les éléments en fait qui sont superposés en fait. Ici, on a le background qui est là. Et on a l'icône qui est la dame. Mais vu que je bouge ici, mais rien ne se passe sur l'écran parce qu'en fait, il considère en fait tous ces éléments-là comme l'interface utilisateur. Et puis, bon, il y a le titre qui est ici, une image aussi, et il y a le test qui est là. Et il y a le bouton play. Et le bouton play, dans le bouton play, par exemple, j'ai utilisé un script que j'appelle Close Canvas. Et le script fonctionne comment? Dans le script 1, j'ai déclaré une variable audio, c'est-à-dire pour permettre de faire sortir un son en fait lorsqu'on va cliquer en fait sur le bouton. Ça, c'est de 1. Et de 2, j'ai fait la même chose, j'ai créé 2 variables qui vont prendre en compte nos 2 GameObjects de Canvas. Et là, au début, j'ai dit, bon, sélectionne l'audio source qui est attaché en fait à l'élément qui va utiliser le script. Et là, je dis quoi? Ici, on joue d'abord le son. Et puis 2, on ouvre la fenêtre qui vient et on ferme en fait la fenêtre qui était derrière. Est-ce que vous voyez? Et ici, j'ai mis ça en variable pour pouvoir changer à chaque fois. OK. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis, lorsqu'on clique dessus, close, c'est-à-dire ce canvas, ça va se fermer. En open, c'est un autre canvas qui va s'afficher, qu'on appelle canvas user. Et là, je peux cliquer sur canvas user, on va voir comment il se présente. OK, voici canvas user ici. Canvas user, lui, il aura quel objectif? Il aura l'objectif de prendre, en fait, la classe et l'âge. Pour pouvoir ajouter, je vous ai montré comment on ajoute un test. Je vous ai montré comment on peut ajouter une image. Pour ajouter, par exemple, un champ,
c'est simple. Quand vous prenez un canvas, vous faites un user interface et ici, vous avez en fait toutes les informations que vous voulez. Il y a des tests, avec Mesh, c'est-à-dire des tests sous forme 3D, il y a des images, il y a des boutons, il y a des toggles, c'est-à-dire en fait contacts, il y a des sliders, il y a des scroll bars, il y a des drop-down, il y a des inputs. Ça, c'est ce que j'ai utilisé, input field. Et bon, vous pouvez même utiliser les canvas, vous pouvez faire des panels, ça dépend de vous en fait. Quand vous mettez dans interface, user interface, vous avez toutes ces informations. Donc, moi, j'ai utilisé input field qui est là. Et lorsque on descend dans le canvas user, vous allez voir classe. Dans classe ici, quand je vais dans l'inspecteur, vous allez voir, il y a toutes les informations dessus. Je peux changer même la couleur du background et quand c'est sélectionné et tout ça. Et il y a une partie aussi, ici, placeholder. Là, ceux en tout cas qui développent beaucoup avec les bootstraps, vous allez voir dans les input tests, il y a placeholder, tout ça. Et il y a le test. Et vous avez la possibilité même de changer quel type de format de test vous pouvez mettre. Par exemple, ici, âge, moi, j'ai choisi numérique. Je pense bien, j'ai choisi numérique quelque part. OK, ici. Quand on tape, on peut choisir des numéros, on peut choisir du test, autre. Pour que lorsque l'application va s'afficher sur un mobile, le mobile puisse automatiquement afficher le keyboard qui va avec. OK. Maintenant, sur cette page-là, qu'est-ce que j'ai fait? Quand cette page va s'afficher, l'élève va mettre sa classe et son âge. Automatiquement, les informations doivent être transmises directement par Internet. Je viens sur le bouton Save qui est ici. Et dans ce bouton-là, nous allons voir ce qu'il y a dans le script qui est derrière ce bouton. OK. Ce bouton, comme l'autre bouton, il a des informations pour pouvoir jouer un son en fait. Donc, il déclare en fait une variable pour pouvoir ajouter un son. Et j'ai déclaré une variable de la même manière, j'ai déclaré canvas, c'est de la même manière, j'ai déclaré input field. Est-ce que vous voyez? Et input field, quand je l'ai déclaré, je l'ai fait de la même chose, c'est-à-dire, je l'ai sélectionné comme ça, ça, canvas. Je l'ai sélectionné et je l'ai envoyé ici, de la même manière. Et c'est ce qui est vraiment magnifique sur Unity. Et là, j'ai déclaré mes deux champs ici. Il y a la classe et puis il y a l'âge. Et puis, bon, il y a le test information, qui est un test ici qui va afficher en fait les informations s'il y a des informations qui sont, s'il y a des champs en fait qui sont vides en fait. Et là, ici, il va prendre en fait, comment on appelle la source audio pour jouer. Par défaut, l'information de test, il n'y a rien. Par défaut. Par défaut, il n'y a rien. Et on vient ici dans notre script qui est, comment on appelle, qui correspond, notre fonction qui correspond au clic, qui est ici en pointeur clic. On dit quoi? Lorsque le bouton sera appuyé, il aura un son qui va s'afficher. Ça, c'est de 1. Et de 2, si le champ, le test du champ Classroom qui est dans l'input est différent de nul, ou bien l'autre aussi est différent de l'une, alors voici ce qu'il faut faire. En fait, ici, il est mis or, je devais mettre et. Bon. Je vais mettre end ici. C'est-à-dire ici, player préférable. Ici, player préférable permet de faire quoi sur Unity? Permet de conserver des informations dans Unity, en fait, dans l'application. Si vous avez déjà joué à certains jeux vidéo, vous allez voir que non. Lorsque vous jouez, il conserve en fait votre parcours, en fait. Et là, ce sont les game prefab qu'on prend pour faire. Et là, je crée un game prefab qu'on appelle classe. Et à l'intérieur, je vais mettre le contenu du test.
de comment on appelle ça, de la classe. Et l'autre âge, lui, je vais convertir du test à integer pour pouvoir le placer dedans. Et une fois que tout ça c'est rempli, lorsque je clique, bon, tu te fermes et puis maintenant tu ouvres l'autre. Dans le cas contraire, vous devez saisir votre classe et votre âge. Tiens là, attends, je vais mettre le O. Il doit mettre, ouais, c'est ça, ok. 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 Je vais cliquer sur commencer. Et là, je vais choisir soit une classe de 6e et je vais mettre 12 ans. Et là, je clique sur continuer. Et là, je clique sur continuer. C'est la même chose en fait qui se répète derrière, c'est-à-dire j'ai cliqué, il a ouvert une fenêtre et autres. Et là, Sinclair, ton micro est muté. ça passe maintenant? Oui, c'est bon. OK. Bon, maintenant ici, je vous avais présenté le document, j'ai dit on devait collecter en fait les données concernant les décisions prises par les jeunes filles. Donc ici, derrière chaque bouton, il y a un code. Avant de passer en fait à l'étape suivante, le code qui est à l'intérieur prend les informations de la fille, c'est-à-dire la classe, l'âge, la page de lecture, parce que par exemple ici, ça c'est la page 1, et maintenant la décision prise par l'élève. Ici, par exemple, on dit, voici le test, assise devant la classe en train de réviser mes leçons, Monsieur Aka, notre professeur de maths, s'approcha de moi. Bonjour Naya, comment tu vas? Toujours en train d'étudier. Maintenant, à partir de là, on demande comment on appelle l'utilisateur. Naya répond au professeur et se lève pour rejoindre ses amis. Ou bien, elle ne répond pas, ou bien elle reste assise, elle répond ou elle est assise. Bon, je clique ici. Je vais vous montrer. OK. Bon, ici, je suis connecté sur ma base. Je vais vous montrer après le script qui est derrière. Pour vous montrer ce que ça fait, je vais vous montrer le script. Voici la table qui va recevoir toutes les informations en fait qui seront envoyées depuis l'application. On va répondre, par exemple. Cette fois-ci, on va mettre première comme ça et on va mettre 15 ans et on va continuer. Pourquoi il y a appuyer sur ça? Et là, OK, on a première qui est ici. Donc, au fur et à mesure, après avoir cliqué sur ce bouton-là, qu'est-ce qui va se passer? Une autre page va s'afficher avec encore certaines informations. Et après ça, encore, il y aura des boutons avec plusieurs actions aussi à mener. Et au fur et à mesure, on a des données et on a une idée, en fait, comment on appelle ça même? De l'esprit, en fait, de l'élève qui a lu, si on veut dire, notre roman interactif. OK? Donc, maintenant, je vais vous montrer le code qu'il y a derrière ces boutons. Comment, à travers Unity, on peut capter des informations et les envoyer, en fait, sur une base de données en ligne.
OK. Ici, c'est notre page. Vous savez déjà comment on ajoute ces images et les tests et autres. Maintenant, voici les boutons. Vous avez voir ici, j'ai mis Choice 1, Choice 2, Choice 3, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs boutons ici. On va aller sur le 1, par exemple. Le 1, voici le code qui est derrière Choice qui est là. OK, comment il fonctionne ce code-là? C'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est pratiquement la même chose. Puisque c'est un bouton, comme tout code, comme tous les codes de boutons, bon, vous allez voir ces éléments-là qui seront là. Et puis, bon, j'ai mis, comme d'habitude, une variable pour pouvoir avoir le son et autres. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré des variables. Décision, number, c'est-à-dire le nombre, c'est quelle décision en fait? Si c'est décision 1, 2 ou 3, puisqu'il y a 3 décisions à prendre. Et puis, la page. Bon, la page, on peut dire que non, c'est quelle partie en fait? C'est-à-dire ici, l'élève est à la page 1 ou la page 2 ou la page 3. Et là, maintenant, all data. C'est-à-dire, all data, c'est la variable qui va prendre toutes les informations en fait de l'utilisateur pour envoyer dans notre base de données. OK, on revient ici. Ici, commencer à envoyer l'information au serveur. Comment ça se passe? D'abord, ici, quand l'utilisateur va cliquer sur le bouton, il aura la classe qu'il faut prendre. Vous vous rappelez au début, dans Save Info ici, on avait créé, comment on appelle ça même, une valeur player prefab qu'on appelait classe, qui avait gardé les informations de la classe qui avait été saisie au début avec l'âge. Et c'est la même chose qu'on va prendre ici, on va récupérer ici. Donc, classroom, qui est égal au contenu qu'il y a dans classe, et puis âge, le contenu qu'il y a dans âge ici. Et là, all data qu'on a déclaré tout à fait en haut ici, va prendre ces chaînes de caractères. Ça, c'est de 1. Et là, c'est l'exécution, en fait, de la fonction qui va envoyer l'information send info. Et on est ici. Pour pouvoir envoyer une information, en fait, c'est comme si vous allez créer, comment on appelle, c'est comme si ceux qui ont déjà développé, qui font le développement web, c'est comme si on était sur Ajax, en fait. On va créer un formulaire là qui va prendre, en fait, les informations pour pouvoir les envoyer. Ici, par exemple, on a le formulaire qu'on a créé avec un champ qu'on appelle user data qui prend le contenu de ça. Et ici, ça, en fait, c'est un code standard qui est sur le site en fait, de Unity, en fait, qu'on on prend et on adapte en fonction de notre projet. Et ici, vous allez mettre le lien, en fait, où se trouve, en fait, votre fichier PHP qui va traiter les informations et les envoyer, en fait, dans votre base de données. Et ici, je viens là. OK. Ici, je vais vous présenter mon script PHP qui permet d'envoyer en fait les informations dans la table. Lorsque l'application va envoyer toutes les informations à ce fichier PHP, les informations vont venir sous forme de chaîne de caractères. Et si vous remarquez, c'est le user data qui est ici. C'est lui qui se trouve ici. Et là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons les split, en fait. Nous allons les partager, nous allons les transformer en array. Nous allons les split par tiré de 8. J'ai mis des tirés de 8, si vous avez vu au début, ici, c'est-à-dire la partie 0 sera la classe, la partie 1 sera l'âge, ainsi de suite. Et là, une fois que tout est été, comment on appelle, bien split, bien départagé, je vais déclarer mes variables classe, âge, date, décision. Et là, insert into student et automatiquement, les informations iront maintenant dans la table. À travers ça, maintenant, je peux créer encore une autre table et là, maintenant, faire sortir certaines informations. Et là, à la fin, si, comment on appelle, je vais dire, à la fin maintenant du document,
on peut avoir des informations, par exemple, qui permettent d'avoir une idée de comment, par exemple, des filles peuvent réagir lorsqu'elles sont, par exemple, harcelées par leur professeur à travers les informations qui sont rentrées, ou bien comment des filles peuvent être manipulées par leurs amis, qu'est-ce qui peut manipuler, en fait, certaines jeunes filles. En fait, j'ai pris ce projet-là parce que je me dis, lorsqu'on code, en fait, on code dans un objectif, en fait. On code pour créer, en fait, une application ou un logiciel qui pourra servir. Donc, c'est pour cela que je me suis focalisé, en fait, sur un projet comme ça qui réunit seulement les b.a.-ba de Unity pour pouvoir, en fait, faire un projet. Maintenant, si vous avez des questions ou bien des préoccupations, je suis à vous. Allô? Oui, allô? OK. Je demande s'il y a des préoccupations ou des... OK, donc, sur, euh, sur la phase, c'est la phase des questions que tu souhaites qu'on ouvre maintenant? Oui, oui. Vous pouvez ouvrir et puis, bon, ça dépend en fait des questions. Hein. Si les questions vont dans le même sens, il n'y a pas de problème. OK, parfait. Il n'y a pas de problème. Donc, comme je le dis, il y a déjà des réactions aussi sur notre page Facebook. Donc, je vais commencer par les réactions sur la page Facebook. Déjà, merci pour ton intervention. Et puis, je vois rapidement les questions qui sont posées sur la page Facebook pour te permettre justement de répondre assez rapidement. Donc, sur la page Facebook, on a 4 questions. On a 4 questions, 2 questions de Saint-Cy qui demande, il dit qu'on constate que Unity 3D est beaucoup répandu. Quels sont les autres outils que l'on peut utiliser en lieu et place de Unity 3D? Donc, je ne sais pas comment on procède. Si tu veux qu'on aille question par question, c'est toi qui vois. Et puis, Question par question, pour ne pas oublier ah, d'autres questions. okay. OK. En fait, comme je l'ai dit au début, Unity est beaucoup répandu parce qu'avec Unity, Unity, par exemple, permet de créer, je vais dire, des applications qui demandent assez de compétences, en fait. Assez de compétences. C'est-à-dire, avec une petite équipe, on peut créer, en fait, des grandes choses. Je prends, par exemple, il est très facile de créer une application en réalité augmentée ou bien réalité virtuelle avec Unity. Mais on peut utiliser les autres aussi. Il y a d'autres alternatives, il y a d'autres logiciels. Il y a par exemple Unreal Engine et même Flutter même. On peut utiliser Flutter pour développer en fait une application comme ça aussi. Même Java, on peut l'utiliser pour le faire. La même chose, on peut le faire. Parce que nous, on a un produit même pour, comment on appelle, on a un produit pour l'alphabétisation qui fonctionne parfaitement comme ce que j'ai fait en Unity là, mais qui a été conçu totalement en Java. Mais avec Unity, c'est encore plus facile et puis bon, c'est beaucoup amusant. Si vous voyez de la manière dont je dispose en fait mes boutons et autres, je peux les placer comme je veux et autres. Mais je vous assure que si vous devez développer une application comme ça en Flutter, ça ne va pas être aussi flexible en fait. Et bon, en fait, c'est plus facile en fait de développer sur Unity et c'est pour cela que beaucoup d'hommes vont dessus. Et Unity, en tout cas, a une communauté très grande et à chaque fois, des gens créent aussi assez de librairies. Et actuellement, il y a la version même, on appelle ML Agents de Unity qui permet de créer en fait, d'associer en fait tout ce qui est comme équipement connecté à une application faite par Unity. Donc, c'est pour cela que beaucoup d'hommes utilisent Unity. Sinon, les autres, on peut les utiliser, que ce soit
en Flutter, que ce soit en JavaScript, en utilisant Android Studio, on peut le faire. Tout dépend en fait de la logique. La programmation, c'est la même chose. Tout dépend en fait de la logique, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est un langage que vous utilisez, vous devez causer avec l'ordinateur pour qu'il fasse quelque chose. Maintenant, à vous de voir quel outil et quel langage que vous pouvez vraiment maîtriser qui va vous permettre de faire un travail en tout cas performant, c'est tout. La deuxième question. Ok, parfait. Donc, la deuxième question, c'est toujours le même intervenant. Il demande, est-ce que le procédé est le même? Il demande si le procédé est le même que celui des jeux, en utilisant en fait le couple graphiste et réaliste, tel que dans Call of Duty ou dans PES. Donc, il veut savoir si le procédé est le même ou si c'est le même procédé en fait qui est utilisé dans les jeux pour réaliser en fait cette application. OK. Bon, pour aller plus vite, je vais montrer par exemple un exemple ici que tout le monde verra. Je vais faire un play pour que tout le monde voit. Je vais montrer ça. À travers ça, je vais expliquer. Vous voyez ce bouton-là, par exemple. Ce bouton-là, il grossit et il rétrécit, n'est-ce pas? OK. Oui, là, ce bouton intro. Donc, je l'ai mis dans Behavior ici. C'est ce script de ce bouton-là que je cherche. En fait, l'idée, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, de la même manière, on agit, en fait. On agit, en fait, sur la forme et l'objet qu'on appelle du bouton comme ça. C'est de la même manière aussi, on peut agir aussi sur des objets, en fait, 3D. C'est-à-dire quoi? Unity, ici, ce que j'ai fait, j'ai importé quoi? J'ai importé des images que j'ai créées en utilisant, en fait, GIMP. Il peut utiliser que ce soit Maya, que ce soit Blender, pour créer comment on appelle, des modèles 3D, même les animer en fait, et les envoyer sur Unity. Et de la même manière qu'il va envoyer ces informations sur Unity, il aura des scripts et des fonctions qu'il va appeler. Par exemple, un modèle 3D peut être importé sur Unity avec les animations à l'intérieur. Et Unity va reconnaître ces animations. Et lorsque Unity à ces animations déjà, comment on appelle, en mémoire, il suffit seulement d'appeler la fonction qui va maintenant jouer ces animations. C'est le même procédé, en fait, c'est ce que je voulais dire. En fait, je voulais montrer le script pour montrer comment on peut agir, en fait, c'est-à-dire, puisqu'on est en 3D, on peut agir de manière, comment on appelle ça même, on peut se déplacer d'un environnement 3D, c'est-à-dire, on peut faire une rotation, on peut faire une translation ou bien on peut s'agrandir, on peut jouer en fait sur les formes. Mais d'abord, le plus important, c'est de maîtriser tout ce qui est comme interface utilisateur parce qu'il ne suffit pas de mettre tout ce qui est 3D, les modèles 3D d'un environnement 3D et bon, on n'a pas en fait l'interface qui va avec. OK. Donc, je prends la dernière question. C'est le même intervenant qui a posé les deux autres questions. Le premier, c'était Cyril Saint qui a posé la question. Le deuxième, c'est Jacques Armel Sonant qui demande si on peut utiliser un autre outil à part VS Code. Donc, voilà. Avant, on peut utiliser, ça c'est pas VS Code que j'utilise, mais c'est plutôt Visual Studio. OK. Voilà, ben, on peut utiliser VS Code, mais Unity avant avait son propre éditeur de code, mais maintenant c'est Windows, c'est Visual Studio Code j'utilise. Non, ouais, c'est ça, VS Code, lui, il est beaucoup plus... Donc, je vais afficher, voilà.
OK. Ça, c'est la version de Visual Studio que j'utilise. Mais VS Code, vous pouvez l'utiliser, mais il y a des problèmes sur l'auto-completion. C'est-à-dire, lorsque vous allez saisir un mot, il ne va pas automatiquement compléter. Et là, ça fatigue un peu. Mais il y a des extensions de Unity qu'on peut ajouter en fait sur VS Code. Mais sur VS Code, ça fatigue en tout cas beaucoup. Ça fatigue beaucoup. C'est mieux d'utiliser Visual Studio Code. Visual Studio au moins. Ok, parfait. Parfait. Du coup, moi, avant de demander aux intervenants qui sont sur Zoom, pour ceux qui veulent poser des questions, d'ouvrir leur micro et de poser directement leurs questions, c'est l'occasion pour moi de pouvoir préciser, sinon de pouvoir clarifier, parce qu'on a tout type de personnes qui nous suivent. Quelle est la différence justement entre Visual Studio et Visual Studio Code? Donc, c'est toujours important d'éclairer aussi certains éléments qui pourraient prêter à confusion. Merci. Ton micro, il est muté. Ok, tu avais posé une question. Tu voulais la différence entre... Voilà, je dis qu'il est important de pouvoir... Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent ne pas forcément voir la différence tout de suite. La différence, quoi. Pour pouvoir clarifier. OK. Ce que je vais dire, c'est qu'au début, lorsqu'on utilisait, la différence, c'est que c'est quoi? Sur Microsoft Visual Studio a été conçu, en fait, pour pouvoir bien fonctionner avec Unity. Je crois qu'ils ont eu un partenariat pour que Microsoft Visual Studio soit vraiment le partenaire numéro 1 dans tout ce qui est édition de code de Unity. Unity, avant, c'était facile. On pouvait coder en utilisant JavaScript, mais ils ont enlevé maintenant, c'est du C#. Maintenant, VS Code, c'est plus comme un éditeur de tests. On peut le rattacher à Atom, on peut le rattacher aussi à Sublime Text, mais lui, il me plaît beaucoup plus parce que il y a certaines extensions, par exemple, que j'arrive à ajouter sur lui, parce que moi, je bosse beaucoup sur, comment on appelle, Unity, que j'arrive à ajouter, que j'arrive à installer dessus, qui me permet, en tout cas, de pouvoir aller rapidement aussi. Sinon, la seule différence que moi, je vois plus Microsoft Visual Studio comme, comment on appelle ça même, un éditeur pour pouvoir créer, en fait, tout ce qui est comme application mobile, comme quand on installe automatiquement suite Microsoft Visual Studio, on peut développer des applications, on peut développer des logiciels. Mais VS Code, c'est plus l'édition en fait, plus un éditeur de tests en tant que tel. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, ça va. Ça va pour moi. Donc, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à ouvrir vos micros ou à lever la main pour pouvoir voilà, poser vos questions. Moi, je ne vois pas ça. C'est ça, en fait, moi. Pourtant, c'est pas ça. Franchement, je dis, moi, quand il y avait l'école là, il était à 14. Vraiment, c'est pas qu'il dit où le film va passer. Bon. Allô? Allô, je suis là. Ok, ton micro est muté. Donc, je pense que il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Ok, désolé pour le retard. Je vous ai pris en cours. En tout cas, je suis monsieur Ngoma. Merci beaucoup pour cette démonstration et bravo. Je suis novice dans cette affaire, mais je suis passionné de ça. Et j'ai beaucoup aimé votre présentation. En fait, je ne sais pas si ça a été dit dans l'intervention. Je voulais juste savoir, est-ce que Android Unity, c'est un logiciel à part, et puis
Je sais que l'autre, comment on appelle ça, ou Visual Studio, c'est à part. Est-ce que les deux sont combinés ou bien sont les deux logiciels séparés, mais quand il s'agit de travailler à un lien qui les lie? OK, merci, monsieur. En fait, d'abord, on va aller pas à pas parce que vous avez parlé d'Android. OK, Android, comment on appelle, un système pour les mobiles, en fait. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsqu'on crée une application pour un portable Android, c'est en fonction du système, comment on appelle ça même? En fonction du système d'exploitation qui est sur le mobile. Maintenant, Unity, si vous voyez bien mon écran, si je vais par exemple exporter mon projet qui est ici, non, je vais venir ici par exemple. Quand je vais exporter mon projet ici, il dit quoi? Il dit j'ai la possibilité d'envoyer ça sous Android. Mais pour pouvoir envoyer ça sous Android, je dois avoir en fait tout ce qui est comme outil Android que Unity va utiliser en fait pour pouvoir convertir l'application qui est ici pour pouvoir fonctionner sur Android. Donc, c'est pour vous dire que Android, c'est Android, pas Android Studio, mais Android SDK, c'est-à-dire Android Software Development Kit, c'est-à-dire un outil, bon, si on veut voir des librairies et autres, qui vont permettre en fait à Unity de pouvoir prendre des informations en fait dans ce package-là pour pouvoir créer en fait des applications qui vont tourner sous Android. Et c'est la même chose avec pour iOS, et Xbox, tout ça. Maintenant, vous avez parlé de Microsoft, je vais bien afficher. Microsoft Visual Studio. OK, je vais vous le dire. Lorsque vous installez, vous allez sur Internet, que vous dites vous voulez installer Microsoft Visual Studio. Quand vous allez l'installer, voyez ça comme, je peux le dire, voyez ça comme Android Studio en fait. Vous pouvez aller dessus, vous allez créer une application ou un logiciel qui fonctionne sur Windows, tout ça. Maintenant, Unity utilise en fait une partie de Microsoft Visual Studio pour pouvoir éditer en fait ses codes. Et c'est le lien qu'il y a entre Microsoft Visual Studio et Unity qui est là. Je ne sais pas si il me suis fait bien comprendre. Oui, oui, en effet. En fait, c'est que c'est super, c'est super. Je voulais juste, comme je voyais sur ton écran, l'écran de travail, ce qui est en arrière-plan, là, il y a trois écrans. Il y a Visual Studio et puis il y a la scène, game. Et puis, en haut de l'écran, à droite, c'est écrit Android Unity 2020. Ah, ici, en fait, Donc, bon, je vais vous... Ah, c'est Android. voilà. OK. Donc, je Ici, par pensais que c'était exemple, le nom du logiciel. Mhm. OK, en fait, ici, c'est quoi? Si je viens ici dans Build Setting, c'est-à-dire quoi? Build, c'est comme si je veux en fait créer. Et lorsque je vais créer, Setting veut dire réglage en fait. C'est-à-dire dans le réglage, Ok, je ok. vais choisir. Donc, vous voyez ici, par exemple, Ah oui. je peux cliquer sur PC pour dire que non, Ok, je veux développer sur PC. Et là, il y a un bouton, on met Switch Platform. C'est-à-dire, super. lorsque je vais cliquer dessus, Android, on appelle ça même, Unity va charger en fait tout ce qui est comme composant qui est lié à Windows pour pouvoir en Ok, fait reconfigurer en fait le système. Et là, vous n'allez plus voir Android, vous allez voir maintenant PC. c'est Si super. j'étais sur un Mac, que je mettais ça, il allait aussi prendre tout ce qui est comme information sur Mac pour pouvoir créer une application qui allait marcher sur Mac en fait. C'est parce que j'ai pris la version Android que vous avez vu ça. C'est-à-dire, c'est un projet qui sera fait lorsque je vais exporter directement pour aller sur Android. Super. Merci beaucoup. En tout OK. cas, merci.
Allô? Oui, allô? Ok. Je pense que c'est bon. S'il n'y a pas d'autres questions, déjà pour moi, je suis vraiment satisfait de cette belle présentation. Et, merci encore à toi. Merci à toute l'équipe de Simplon. Merci beaucoup. À tout moment, n'hésite pas, s'il y a des thèmes, s'il y a des intervenants, s'il y a des personnes qui veulent intervenir, pardon, n'hésite pas à écrire, sinon à nous envoyer un mail. À toutes les personnes d'ailleurs qui souhaitent participer, c'est l'occasion aussi. Vous pouvez écrire à info@jdcodeci.com, info@jdcodeci.com pour permettre justement de partager avec nous votre passion. Et on sera très ravis justement de partager cette passion avec vous. Donc, si tu me permets, c'est clair, si tu me permets, pardon, de pouvoir partager mon écran. Oui, oui. Donc, je vais lancer le partage de mon écran pour présenter en fait les deux intervenants qui viennent. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Allô? Non, pas encore. OK, donc c'est bon. Vous voyez déjà mon écran? Oui, ok, c'est bon. Oui, oui, on voit. C'est bon. OK, d'accord. Donc, du coup, après cette intervention-là, pour vous qui nous suivez, restez toujours branchés sur ce qu'on fait. C'est une série de webinaires, mais en même temps, on prendra la peine justement de pouvoir relever, sinon révéler les différents talents ivoiriens de la sous-région, des 4 coins du monde, tous ceux qui partagent avec nous la passion du numérique. Et on a Madame Brou qui va nous présenter justement l'ERP Odoo. Donc, elle va nous permettre justement de comprendre c'est quoi une ERP, quelle est la particularité de Odoo. Je ne vais pas faire son intervention pour elle-même, pardon. Donc, ce qui la caractérise aussi avec nous, elle a beaucoup le sens du partage et justement, elle a voulu partager avec nous ce thème-là. Elle est aussi celle qui a conçu le site internet de la Journée du Code. Donc, vous pouvez aller regarder aussi le site internet de la Journée du Code. Je laisserai le lien en commentaire. Et puis, faire vos feedbacks. Donc, ça serait aussi important pour nous. Donc, ça, elle sera avec nous le vendredi, ce vendredi-là, à partir de 21h. Donc, pour tous ceux qui sont passionnés de ERP, de Odoo, de pouvoir monter leur ERP, n'hésitez pas à être là. Partagez l'info dans votre réseau. Demain, on commence la compte officielle et n'hésitez pas. Donc, à côté, il y a aussi une grosse tête qui sera avec nous. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui. OK. Donc, Michael, je ne sais pas si vous voyez Michael Mas. Donc, Michael, c'est vraiment une grosse tête qui est en Europe, qui est en France, pardon, et qui a vraiment bossé longtemps à la Silicon Valley, qui, pendant le forum de Facebook, est allé rencontrer Mark Zuckerberg. Donc, je pense qu'il pourra parler lui-même de cette expérience-là, mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a invité. Michael, c'est quelqu'un qui partage justement avec nous cette envie de partager le peu qu'on connaît au niveau des technologies. Donc, c'est un spécialiste de développement d'applications iOS. C'est sa particularité. Il sera avec nous ce samedi. On a vraiment négocié pour qu'il soit avec nous, mais sa disponibilité, c'est ce samedi. Donc, il y aura 2 webinaires. Celui du vendredi parlera des ERP avec Odoo.
Par contre, celui du samedi, c'est-à-dire le jour d'après, samedi 6 juin, 21h même heure, nous allons parler en fait du pouvoir des applications mobiles. Donc, c'est quelqu'un qui a bossé par exemple sur de grosses applications, de très grosses applications, l'application de l'équipe par exemple, qui est une grosse application du football. Ça, c'était dans ses débuts avec iOS. Vraiment, je ne ferai pas aussi le webinaire pour lui, mais il viendra parler en fait de la puissance, le pouvoir en fait des applications mobiles, vu que nous sommes à l'ère justement du mobile. Et pour terminer, je dirais que en bas là, tout juste en bas, il y a encore des places pour des partenaires. On a déjà Côte d'Ivoire à qui on ne cesse de dire merci. Il y a la journée du code. Donc, si vous souhaitez aussi être partenaire de ce gros événement-là, qui est cette série de webinaires, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, écrivez à l'adresse que j'ai laissée dans le chat et on sera très ravis justement de collaborer avec vous et de voir comment développer cette série de webinaires et de l'étendre justement sur des masterclass encore plus intensives et avec plus de temps pour pouvoir monter sur des projets d'envergure. Et c'est en cela que nous allons continuer de bâtir cette communauté qu'on souhaite voir naître et qu'on souhaite aussi voir grandir. Donc, sur ce, je voulais vraiment vous dire merci et vous dire de rester connectés. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, n'hésitez pas à partager aussi dans votre réseau et puis voilà. Alors, Néoli? Oui, oui. Ah voilà, merci beaucoup. En tout cas, pour ce que vous faites pour la communauté. Alors, moi, j'ai une question que je voulais poser. Je voulais savoir la limite de Unity. Ça s'arrête seulement qu'au jeu ou bien ça peut servir au développement mobile? Je ne sais pas si ça a été déjà posé comme question, mais je ne sais pas. Quand je vois Unity, est-ce que c'est le jeu seulement? Ouais, c'est une belle question. Amani, donc tu vas répondre justement à cette question et en même temps profiter pour aussi donner ton mot de fin et ça va nous permettre de clôturer le Unity. OK. En fait, Unity, ce n'est pas seulement pour des jeux. Au début, c'était pour des jeux vidéo. Mais ceux qui sont derrière la création de Unity ont vu plus que des jeux vidéo. Donc, ils ont amélioré leur système pour qu'on puisse tout faire, en fait, avec Unity. Vous pouvez créer des logiciels de simulation. Vous pouvez créer des logiciels d'apprentissage, par exemple. Vous pouvez tout faire, en fait, avec Unity. Tout dépend, en fait, de votre imagination. Je crois qu'elle répondait à votre question, M. Yo. OK. Donc, pour mon mot de fin, je veux vous dire merci et je vous encourage vivement à télécharger et à installer Unity sur votre machine et à tester parce qu'avec l'évolution des choses, il va arriver qu'on sera amené à développer des applications plus robustes, c'est-à-dire des applications avec de la réalité virtuelle, des applications beaucoup plus interactives. Et je crois que Unity est le meilleur outil pour pouvoir faire ça. Je vous remercie. OK, merci beaucoup. Okay, merci vraiment, merci à toi, merci à vous, merci Noélie, merci beaucoup. Merci et puis passez une très bonne soirée, on reste en contact. Merci, au revoir.